Et on continue avec votre chronique, Louis. Aujourd'hui, vous revenez sur l'actualité de ces derniers jours. Et oui, ces dernières semaines, rythmées par les jours fériés, nous ont infligé une actualité aussi dense que déprimante. Une avalanche de séquences que l'on passe en revue dans cette chronique, à commencer par l'élection de Léon XIV, un pape dans la continuité de François, certes, mais qui aura eu au moins un mérite, selon Emmanuel de Villiers. On peut aussi dire avec un peu d'humour que le premier miracle du pape Léon XIV, c'est qu'il a volé la vedette à Macron, qui était en train de faire son discours, et qui a eu manifestement l'information parce qu'il avait un peu le moral dans les chaussettes, ça se sentait. Il a senti que son effet était complètement était manqué. Et un autre discours, qui cette fois n'a pas été perturbé, celui devant la Grande Loge de France, où ce même Macron a tenu à entretenir ses liens étroits avec les francs-maçons. Petite analyse de cet échange par Pascal Praud. En plus, je précise quand même que vous avez un président de la République qui s'adresse à des organisations clandestines. Que je sache, la Grande Loge de France, ça s'appelle une organisation clandestine, sauf erreur de ma part. Une association, oui. Ça s'appelle une organisation... Très officiel, quand même. Oui. Oui. Qui cultive le secret. Écoutez, je suis désolé de vous le dire. De sa politique ou de ministre devant... J'espère que je ne vais pas les foudre... Oui. Non, mais on sait où ils sont. Enfin, oui, enfin, je ne sais pas exactement. Mais il n'empêche que... Alors, clandestine n'est pas le bon mot ? Non, c'est une association. Une organisation qui cultive le secret. Une organisation secrète. Et puis Macron ne s'est pas arrêté là. On croyait avoir touché le fond, mais la scène qu'il nous a offerte la semaine dernière dépasse l'entendement. Accueillir en grande pompe et fièrement un terroriste à l'Elysée, tout en prenant les mesures nécessaires pour que cette visite ait bien lieu. Le président autoproclamé syrien, normalement, n'a pas le droit de voyager en Europe. Et donc, Emmanuel Macron, l'Élysée ont dû faire une demande d'exemption, de sanctions auprès des Nations Unies pour qu'il puisse venir jusqu'à nous sans se faire interpeller. Vous savez, comme il est considéré comme un terroriste, d'organisation terroriste, eh bien, il fait l'objet de sanctions. Donc, première visite du président de transition syrien en Europe, donc ce sera à Paris, dans un contexte où Europe 1, William Molyneux a aussi révélé ce matin l'existence d'une note des services de renseignement américains, et qui dit, cette note dit deux choses. Un, le leader syrien distribue des passeports à tous les terroristes qui le demandent, donc des passeports syriens. Et puis deuxièmement, est documenté de manière factuelle le fait que le leader syrien commet des massacres contre les minorités, alors qu'il s'était engagé à protéger les minorités. Et tous ceux qui auraient le malheur de critiquer cette visite seront qualifiés avec condescendance et mépris par le président de la République lui-même, avec en plus une petite insulte. Il y aurait une diplomatie de la France qui dirait « c'est très mal, ces gens-là ne font pas bien ». Il y a beaucoup d'intérêts sécuritaires qui s'y jouent. Je vais leur donner toutes les leçons de la terre. Soyez inclusifs, ne travaillez pas avec les Russes, combattez les Iraniens, ne soyez pas sous l'influence des Turcs, mais prenez mes sanctions et ne comptez pas sur ma collaboration. Ça n'existe pas. Donc que des gens aient des postures à des fins politiciennes pour parler à des électorats, je l'entends, c'est la vie des bêtes. Et ça continuera. Mais heureusement, Internet a de la mémoire, ou plutôt certains internautes qui ont retrouvé des archives qui font assez mal. Et je vais vous le dire très clairement, mon ennemi en Syrie, ce sont les terroristes islamistes. Parce que ce sont eux qui attaquent le peuple français. Ce n'est pas Bachar el-Assad. 2, Bachar el-Assad est un criminel. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est l'ennemi avant tout du peuple syrien. Il devra donc répondre, c'est ce que je dis en continuité, de ces crimes devant les tribunaux. Et bien sûr, ces changements de position incessants font rire nos adversaires et pleurer ceux qui tentent de donner encore de la crédibilité à notre pays, ou bien ce qu'il en reste, selon l'ex-ambassadeur Gérard Haraud. Les Occidentaux, les Américains, mais aussi plus largement les Occidentaux, ont mené un certain nombre de guerres ces dernières décennies pour changer les régimes. Ex-Yougoslavie, Kosovo, renversement de Milosevic, la guerre d'Irak, envahir l'Irak au prix d'un mensonge, énorme opération, renverser Kadhafi, ça a beaucoup marqué les Russes. En réalité, là, est-ce qu'il y a une forme de passif que nous payons ? Mais naturellement, vous savez, la crédibilité de l'Occident en dehors de l'Occident est quasiment nulle. Nous faisons rire le reste du monde lorsque nous invoquons le droit international que nous avons violé et piétiné pendant des décennies. Le reste du monde, ce qu'on appelle le Sud global, n'approuve pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais franchement ne verse pas une larme sur ce qui nous arrive. Et un journaliste, dont les générations les plus anciennes se souviendront, Paul Amar, a très bien décrypté dans un édito publié sur ses réseaux sociaux ce lent affaissement de la France en matière diplomatique.
Le président Macron a accueilli cette semaine à Paris en grande pompe son homologue syrien, un ancien djihadiste passé par Daesh et Al-Qaïda qui laisse ses milices massacrer alaouites, druzes, chrétiens. Tapis rouge à l'Élysée, rouge sang, celui des victimes du Bataclan. Cet homme s'était réjoui de l'attentat. Députés de gauche et du centre ont décidé de se rendre en Algérie ce 8 mai pour une autre commémoration, celle d'une répression sanglante à Sétif en 1945 des Algériens tués par l'armée française. Mais il se garde bien de préciser que l'armée réagissait ainsi à des massacres antérieurs, ceux d'Européens égorgés, décapités, émasculés, éventrés. Le travail mémoriel, nécessaire certes, mais toujours à sens unique. Les Champs-Élysées, joyaux du patrimoine français, saccagés, brûlés. Mercredi soir, les forces de l'ordre attaquées à coups de mortier, des passants percutés par une voiture, des blessés en urgence absolue. Et c'était un soir de fête. La qualification en finale de la Ligue des Champions du PSG, propriété du Qatar. Imaginez la même fête au Qatar, il serait exécuté. Voilà la France aujourd'hui, cher pays de votre enfance, qui ressemble désormais au pays de mon enfance, l'Algérie. J'avais fui les attentats, les assassinats, les hurlements des foules pour cette douce France que je ne reconnais plus, insultée, souillée, infiltrée, agressée. Le président syrien a dû bien rire, sous barbe. Et Paul Amar évoquait ces violences désormais rituelles après un match de foot. Et cette fois, c'est la qualification du PSG qui s'est produite dans le Parc des Princes avant de plonger le quartier dans un chaos absolu. En témoigne la maire du 8e arrondissement qui dénonce la prolifération de la racaille. J'étais sur les champs jusqu'à 22h30 hier soir, c'est vrai. J'ai vu les forces de l'ordre, j'ai vu aussi énormément de touristes. C'était bon enfant. Et tout de suite après, vers 23h30, minuit, ils ont tous déboulé et d'un seul coup, ça a été l'émeute. Donc on a vu ce qui s'est passé. Bon, la racaille donc, a déboulé et ils ont fracassé une vitrine, un salon de coiffure, Saberny. Donc Saberny, c'est avenue Marceau. C'est une rue qui est juste derrière l'avenue Champs-Élysées. Et ensuite, ils ont débarqué donc, sur les champs. Il y a eu cette voiture qui a été brûlée, des blessés. Oui, nous ne pouvons plus supporter cette situation. C'est inadmissible. Donc toute cette racaille, on n'en peut plus. Quand vous dites qu'ils ont déboulé, d'ailleurs, vous parlez de qui ? De toute la racaille de la banlieue, pardon, mais... Louis, on peut préciser que ça s'est produit aussi devant nos studios à Radio Courtoisie. Il y a des images qui sont juste devant chez nous et des affrontements avec la police. Mais vraiment directement en face. Ouais, Et cette racaille incarne à elle seule l'échec total de la lutte contre l'insécurité. Et rien ne changera tant que Darmanin restera aux manettes. Le ministre de l'Intérieur au pire bilan depuis Louis XVI, maintenant devenu ministre de la Justice, et qui ose désormais se plaindre qu'il n'y a plus d'endroit, je cite, safe en France. Heureusement, notre chroniqueur Arthur de Vatrigan était là pour le remettre en place. J'avais oublié que c'est quand même mytho premier, donc qu'est-ce qu'il dit là? Vous pouvez le croire ou pas? Mais non, mais vous regardez. Il est en forme, Arthur de Vatrigan, je vous préviens. Ministre de l'Intérieur depuis Clovis et encore, je suis même pas certain. Je veux dire, son passif en tant que ministre de l'Intérieur est catastrophique. Même Castaner a un passif moins triste que celui de Darmanin. Castaner qui avait mis un genou à terre au policier, faites la comparaison. Darmanin, il a mis un genou à terre à tout le monde, devant tout le monde. Non, mais Arthur, Ikwissem, Mombouchou, Naël, les supporters anglais. Il a fait une guerre de 100 ans. Il a humilié la France. Les Kevin responsables des émeutes. Neymar puis Thomas. On est d'accord là-dessus. Mais non, mais il est en campagne, il faut arrêter de... il est certainement ils sont en campagne tout le temps. Bien sûr, mais sauf que moi je dis, il dit ça parce qu'il est en campagne. Et quand on parle d'incompétence et de mensonges, on pense aussi très vite à une certaine Valérie Ayé, qui sur France Info a affirmé tout faire pour interférer dans les élections en Roumanie et battre le candidat nationaliste et anti-UE, Georges Simion, au profit de son rival européiste. Mais attention, ceci n'est certainement pas de l'ingérence étrangère. On va tout faire sur le terrain et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains qu'ils soient en Roumanie ou la diaspora roumaine, qu'il y a un enjeu démocratique et de projet important pour l'avenir du pays et pour l'avenir de l'Europe. Soit un projet pro-européen respectueux des valeurs et de l'état de droit, soit un projet qui va venir saper l'état de droit comme Viktor Orban le fait en Hongrie. Et pour clore cette compilation déprimante et désolante, un message d'espoir, celui de Philippe de Villiers qui appelle les Français à ne plus baisser la tête.
Il faut que tous les Français comprennent que nous sommes au bord du gouffre. À la France qui veut rester la France, je dis ceci. Ne vous laissez plus intimider. Ne vous laissez plus culpabiliser. Ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs. N'écoutez plus les glapissements des renards rusés qui, la queue enflammée, traversent la forêt, se retournent vers vous en disant c'est vous qui avez mis le feu. N'écoutez pas, n'écoutez plus le parti de l'étranger qui est à l'œuvre, comme toujours dans les situations d'abaissement du pays, avec sa voix paisible et rassurante. Ce qu'il vous promet, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. À la France qui veut rester la France, à la France qui pense que la France, c'est plus que la France du moment, et qu'une nation, c'est une mise en image allégorique des tendresses enfouies. Je dis ceci. Soyez, dans les jours qui viennent, la France des consciences dressées, de l'espérance française. On est en juin 40. Levez-vous. Et alors que le pouvoir s'enfonce dans le reniement et que les institutions se décomposent et que la rue impose sa loi, Philippe de Villiers a bien raison de préciser qu'il ne reste plus que le courage des Français lucides pour relever ce pays. Merci Louis pour cette chronique. Merci à vous Lisotte.